L'écriture, mes amis, est l'aboutissement de la pensée. Un discours captivant, vivant et clair à la fois, a la force et de convaincre et de persuader. Savez-vous quelle différence il existe entre convaincre et persuader ? Convaincre, c'est plutôt de l'ordre de l'idéologie, tandis que persuader, c'est de l'ordre de l'action et donc du choix. L'être humain décide en vérité avec ses émotions. La persuasion est donc de l'ordre de l'émotionnel. Tandis que l'intellect est simplement pour l'homme un moyen pour justifier son choix pris avec ses émotions. Convaincre est donc de l'ordre de la pensée. Nous voyons donc que l'écriture et le discours de manière plus vaste sont de l'ordre de l'émotionnel et de l'intellect. L'écriture englobe donc ces deux plans auxquels on pourrait ajouter effectivement le plan esthétique dont la calligraphie est le chantre. Mais n'est-il pas un plan plus subtil qui fait passer l'écriture à un stade supérieur ? Bien sûr, la poésie, entendue en tant que chemin initiatique et voie spirituelle à part entière. Et si cela est encore un petit peu flou pour vous, pas d'inquiétude, laissez-moi vous expliquer tout ceci à travers 3 exercices que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour nourrir votre besoin de beauté et votre idéal de poésie. C'est parti. Déjà, nous allons revoir notre définition de la poésie. Bien sûr, celle-ci a connu bien des définitions selon les différents poètes de différentes cultures. Pour Léopold de Senghor, par exemple, la poésie, c'est des paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Mais la poésie n'est pas que de la forme pour la forme. Elle n'est pas de l'éloquence pure. Elle doit nécessairement élever l'esprit. Elle a fondamentalement un but psychagogique, c'est-à-dire qu'elle doit entraîner chez le lecteur un effet dans sa conscience. Pour Platon, c'était même le but de la philosophie. Pour moi, c'est donc le but de la poésie, et je dirais même de manière plus vaste, de l'écriture poétique, vers comme prose. Pour Michel Butor, la poésie doit redonner sens aux mots, leur redonner vie. Effectivement, les mots sont comme des êtres vivants qui contiennent, lorsqu'on les agence, entre eux une multitude d'interprétations. Mais je crois sincèrement que Senghor et Butor, pour ne citer qu'eux, oublient le but véritable de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est l'art de s'élever par le verbe. Et la poétique, c'est la science qui permet de comprendre comment on s'élève par le verbe. Mon but en créant cette chaîne est de vous donner les outils pour rendre vos idées mémorables, afin que vous puissiez contribuer à l'élévation de notre pays par la culture et par des projets qui vous tiennent à cœur. Il est donc important de déconstruire cette image du poète différent des autres, touché par la grâce et sensiblement supérieur. Ce mythe de l'artiste nous vient de la Grèce antique et a été repris par le romantisme avec Lamartine notamment. Si je ne nie pas l'existence de l'inspiration et de l'intuition, je dis qu'il faut permettre à cette inspiration de couler en préparant le terrain. La meilleure façon de préparer le terrain, c'est d'écrire un petit peu chaque jour et de faire de la poésie un mode de vie en lien avec ses semblables. Charles Baudelaire écrivait « L'inspiration est la sœur du travail journalier ». C'est sur cette base que nous allons commencer nos exercices. Le premier exercice, je l'ai nommé l'écriture contemplative. Dans un premier temps, vous allez observer le monde qui vous entoure. L'observation pure, comme disait Krishnamurti, le philosophe indien, est la plus grande vertu de l'homme. En contemplant le monde, on se fond de plus en plus en lui. Faites l'exercice, fixez un objet simplement pendant 10 minutes. Vous allez voir que vous allez vous confondre à cet objet. C'est cet état de méditation qu'il va falloir rechercher. La méditation, c'est lorsque le sujet, c'est-à-dire vous-même, se confond avec l'objet sur lequel vous vous concentrez. Autrement dit, quand votre conscience ne distingue plus l'observateur, l'observé et l'observation. C'est cet état qui est atteint par les mystiques de tous bords, de tous horizons, et qui doit également être recherché par les poètes, dont beaucoup d'ailleurs étaient des mystiques. La méditation permet à l'esprit d'être clair, de voir en profondeur et de toucher l'essence de ce qui compose l'univers. C'est là que l'inspiration peut être comprise, après quoi vous pourrez expirer, c'est-à-dire écrire. Ce premier exercice consiste donc à contempler, à regarder le monde, voire à se concentrer sur un objet, puis de laisser faire. Enfin, d'écrire pour tenter de narrer l'ineffable.
Écrivez, comme le dit Matsuo Basho, sur ce qui vous semble digne d'intérêt. Mais n'oubliez pas cette règle de l'écriture poétique, partez toujours du concret pour aller vers l'abstrait. Autrement dit, nommez clairement des objets précis, plutôt que de parler de grands concepts abstraits. Ceux-ci seront sous-entendus. Si l'écriture contemplative vous paraît de prime abord compliquée, la prochaine devrait vous plaire. Ernest Hemingway disait que l'écriture était sa psychothérapie. L'idée, c'est d'analyser votre passé, d'écrire en prose sur ce qui vous touche tout particulièrement. L'être humain se souvient effectivement davantage de ses malheurs qu'il a vécus que de ses moments paisibles. Et c'est logique, la souffrance laisse son empreinte de manière indélébile. Le côté positif de tout cela, c'est que vous allez pouvoir vous souvenir facilement de ces moments difficiles pour en extirper la quintessence. Écrivez sur votre vie, par exemple dans un journal, afin d'expulser ce qui est au plus profond de vous-même véritablement, de comprendre les enjeux et le chemin parcouru, enfin pour vous permettre d'avancer sur le chemin. Vous retrouverez cette méthode complète dans ma formation gratuite, le lien est donc en description. Enfin, nous allons changer de rôle pour passer du poète au rôle du lecteur. Suivez-moi. Quand j'ai commencé à lire des haïkus, le petit poème japonais, le plus petit poème du monde en réalité, je n'y comprenais absolument rien. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis mis à changer mon mode de vie, que j'ai décidé d'écrire, de regarder le monde, de le comprendre au niveau de sa philosophie, de la spiritualité asiatique. Il n'y a que comme cela en vérité que j'ai réussi à comprendre certains poèmes quand d'autres me paraissent encore tout à fait flous. Ce que je veux dire par là, c'est que la lecture ne doit pas être un acte passif comme on l'entend partout. La lecture que je vous propose est pleinement active. C'est ce que j'appelle la lecture poétique. La lecture poétique, c'est tenter de comprendre l'essence d'un texte, comment celui-ci a-t-il été conçu en réalité, pourquoi tel auteur emploie tel mot et pas un autre, etc. En réalité, c'est un exercice difficile et passionnant, une quête poétique tout aussi riche et vivante que les deux exercices précédents. Pour reprendre un exemple, je voulais vraiment comprendre la beauté des choses simples et naturelles. J'ai donc décidé pour la première fois de vraiment contempler le monde, j'avais 17 ans, de prendre le temps de laisser aller à moi la beauté voilée par les sens et la pensée. Ainsi, au fur et à mesure de mes contemplations, de mes études et de mes exercices poétiques, je me suis ouvert à la voie spirituelle, ou plutôt devrais-je dire à la voie de la poésie, qui est une voie spirituelle à part entière. C'est donc par l'écriture, par la poésie, que je suis devenu un peu plus sage, un peu plus juste et un peu plus responsable. Autrement dit, que je suis devenu un homme. La vie poétique nous emmène à vivre une vie belle et pleine de gratitude. Voilà pourquoi l'écriture peut changer un homme, voilà pourquoi la poésie peut changer le monde. Si toi aussi tu souhaites vivre une vie poétique et écrire ton premier recueil de poésie en 60 jours, tu es le bienvenu pour rejoindre le cercle des poètes et des écrivains. Le lien est en description ainsi que, comme je l'ai dit, ma formation gratuite. Sur ce, prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao!